Stars so bright, sing of peace. Bonjour chères âmes. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo un peu particulière en ces périodes de fête. Je voulais vous présenter quelqu'un de très important pour moi, c'est mon père donc qui est à côté. Jean-Louis Bonnefous, en fait, tout simplement parce que dans ma vie, j'ai rencontré des personnes, on va dire que dans mon chemin de vie, j'ai eu la chance de rencontrer des figures un peu spirituelles, même si c'est des gens qui ne sont pas forcément connus. Mais j'ai des personnes qui m'ont beaucoup aidé à cheminer, à comprendre les choses de la vie, le sens de la vie. Et la première personne qui m'a transmis beaucoup de choses, c'est mon père, que je considère comme un sage. Bon, il ne le sait pas, il ne sait pas qu'il est une figure spirituelle, mais je trouvais intéressant de vous le présenter parce qu'à plusieurs reprises, il m'a transmis les valeurs de l'amour, un certain regard sur la vie. Et je me suis rendu compte qu'il faisait du bien aux gens. Et en fait, je me suis dit, ça serait intéressant de faire une vidéo avec lui. Alors bon, là, il n'est pas très à l'aise, hein, normal, mais bon, ça va bien se passer. Et puis, il a eu une relation d'amour avec ma mère qui est partie aujourd'hui. Elle est plus de ce monde, mais elle est partie le jour de Noël. Et ça a été l'amour de sa vie. Donc moi je suis persuadée que c'est un lien flamme jumelle. Enfin, on n'est jamais persuadé de rien, mais je pense que c'est un lien flamme jumelle et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de mon propre cheminement. Et donc j'avais envie de lui poser des questions aujourd'hui parce que peut-être ça va vous éclairer aussi. Alors du coup, est-ce que tu peux raconter comment tu as rencontré maman? C'est comment tu l'as rencontrée la première fois? Bon, c'est particulier, vous allez voir, hein. Oui, c'est très particulier parce que il se trouve que j'avais 7 ans de plus qu'elle. J'avais à cette époque-là 14 ans, 13-14 ans, et elle en avait 5 ou 6. Voilà. Et on était on vivait dans la même famille pratiquement. Et je l'ai toujours trouvé très belle, mais aussi j'ai eu une attirance qui était complètement platonique, mais c'était vraiment de l'amour. C'est-à-dire, c'est quelqu'un que j'ai aimé, c'était une petite fille, hein, en fait. Et j'étais très amoureux d'elle, hein, et j'ai eu la chance par la suite d'avoir une relation un peu plus normale quand nous avons grandi, tous les deux. Hein. Moi, je suis devenu plus mûr et elle aussi. Et nous nous sommes mariés, finalement, très tôt, puisqu'on a eu besoin d'une dispense pour faire ce mariage. Et on a vécu pas mal d'années ensemble. On a eu 2 enfants magnifiques, hein, qui ont été les fruits de l'amour, vraiment, d'un amour totalement réel, qui était pas seulement physique, c'est quelque chose d'indescriptible. Hein. Voilà. C'est quelque chose alors c'est tellement fort que bon, je suis même ému maintenant d'en parler parce que c'est quelque chose, alors que j'ai 80 ans maintenant, et c'est la moitié de ma vie finalement. Hein. C'est la moitié de ma vie, puisqu'après, bon, évidemment, on s'est séparés, on a eu chacun notre vie, etc. Mais elle a eu, dans ses derniers mots, elle parle de notre amour en disant que j'ai été l'homme qu'elle avait le plus aimé. Voilà. Voilà, alors en fait aussi bon ça je le rajoute parce que je sais, il me l'a raconté, ce qui était intéressant de voir c'est que quand il était jeune, il avait eu bon, une éducation religieuse, aujourd'hui bon, il est athée, mais
quand il était jeune, il voulait être prêtre, je crois. Ah oui. Et elle voulait être bonne sœur pour être avec lui. Vous voyez, c'était déjà ce côté. Il y avait déjà ce côté qu'on retrouve chez les flammes jumelles où, même si un amour est impossible, on va le rendre possible d'une manière, quelle qu'elle soit, en fait. Voilà. Alors, ce que je voulais poser comme question, parce que j'avais prévu beaucoup de questions, je pense que je ne vais pas pouvoir toutes les donner, sinon ça va faire une vidéo de 4 heures, je pense. Donc, toi, papa, quand tu as vu maman et que vous avez commencé un peu cette relation, je pense que tu as senti que ça allait être quelque chose d'important dans ta vie, dès le départ. Tu l'as Oui. senti dès le départ. Oui, sauf que je pensais que c'était impossible. Voilà. C'est ça. Oui. Donc ça, c'est toujours cette notion dans ces liens-là d'impossible. Qu'est-ce que c'est qui fait que, avec le recul, est-ce que tu penses que cet amour t'a transformé et t'a apporté des choses qui font que tu es l'homme d'aujourd'hui, en fait? Est-ce que cette relation, elle t'a transformé, en toi, elle a fait quelque chose de particulier en toi? Ben, elle a changé ma vie, c'est sûr. Elle a changé. Bon, c'est quelqu'un qui est rentré dans ma vie très tôt, hein, Oui. finalement. Mais si tu veux, c'était un amour impossible, puisque bon, je pensais que c'était impossible. Hein. Et je l'ai vécu. C'est un amour qui m'a apporté énormément de bonheur, mais aussi des souffrances. Hein. Chaque fois qu'on a eu des séparations, par exemple, ça a été. Moi, à l'époque, je faisais mes études à Paris. Quand on a repris notre amour, disons, je dis repris parce Oui, que. parce qu'il y a eu plusieurs étapes, hein, comme Oui. le parcours Flamme Jumelle. De toute façon, c'est un peu ça. Ils ont eu plusieurs périodes, plusieurs Voilà. étapes. Et j'ai le souvenir, d'ailleurs, ça c'est un souvenir précis, c'est une image, hein, quand j'en parle, c'est quand c'est hollywoodien, parce que elle était sur le quai en train de pleurer, et moi j'étais au fond du train. À l'époque, au fond du train, il y avait des vitres où on voyait les rails, et j'étais au fond du train et je la voyais disparaître à l'horizon. Et je partais, j'étais en larmes évidemment, et je partais pour ne plus la revoir pendant 3 mois, hein, puisque je remontais à Paris. Et j'ai ce souvenir, mais c'est fou, quoi, parce que c'est quelque chose qui est ancré dans ma mémoire, hein, de manière incroyable, quoi, et qui m'a suivi. Oui, alors moi j'aurais bien aimé que tu racontes l'anecdote parce qu'il y a dans les parcours Flammes Jumelles, il y a quelque chose de magique dans ces liens-là, il y a toujours une part de magie. Est-ce que tu peux raconter quand vous vous êtes séparés et que tu t'es retrouvé à la plage Ah, et qu'il n'y a oui, pas eu de lever de soleil, je crois? oui. Alors, bon, je vous laisse, il va vous raconter cette anecdote parce que je trouve que ça fait très Flamme Jumelle aussi. Donc là, ils s'étaient séparés et c'était aux alentours Ouais. de Noël aussi parce que bien évidemment, les C'était dates à sont Noël, souvent... et ouais. elle est partie avec, elle m'avait quitté pour un jeune, il était plus jeune que moi, plus riche, il était très beau, et en plus c'était un gars très sympa, que je trouvais très, très sympa, et elle est partie avec lui en vacances à Font-Romeu. Et moi j'étais à Béziers et je voulais absolument la voir. J'ai pris ma voiture, hein, pour aller à Font-Romeu. Et je me suis arrêté à Formiguère, qui est en bas de Font-Romeu, avant d'arriver sur les hauteurs de Font-Romeu. Et j'ai réalisé qu'elle ne m'attendait pas et que j'étais pas attendu du tout, que j'ai trouvé ça très négatif. Donc je me suis arrêté. Je suis rentré dans un bar pour boire un coup et repartir avec la voiture. Et là, au milieu du bar, où tout le monde se préparait à faire le réveillon, avec les skis et tout ça, enfin, c'était vraiment la fête qui se préparait. J'ai fondu en larmes au milieu de tout ce public qui ne comprenait pas, qui voit un mec de 30 balais en train de chialer, au milieu, alors que c'est la fête pour tout le monde. Et là, il y a un mec qui pleure, hein, au milieu.
Et je suis reparti avec la voiture et je décide alors d'aller à Valras, de revenir à Béziers, parce que tous les ans, on avait de notre vécu ensemble. Tous les ans, on allait voir le lever du soleil le premier jour de l'an, chaque année. Et c'était le jour de l'an. Donc, je suis arrivé à Valras, et à Valras, le soleil ne s'est pas levé, car il a neigé. Il neige très rarement à Valras, mais là, il a Oui, neigé. parce que Valras, c'est dans le Oui. sud de la France, hein, au bord de la mer. Donc... Oui, c'est en bord de mer. Ouais. Et le soleil ne s'est pas levé. Voilà, l'anecdote, c'est Et ça. voilà. Je l'ai pris comme un signe. Voilà, donc, alors que mon père n'est pas dans... c'est quelqu'un qui est spirituel, mais qui n'est pas forcément conscient, ou en tout cas, il n'est pas dans des pratiques où il ne va pas nourrir ça. Mais c'est vrai que c'est là où moi, je vois que dans le lien dans lequel ils étaient, parce qu'en fait, on retrouve tous ces codes qu'on peut retrouver dans la dimension flamme jumelle. Lui, il ne le sait même pas. Là, je lui avais proposé de faire cette interview, mais on ne parle pas de flamme jumelle. Enfin, il voit mes vidéos. Je ne sais même pas si tu les regardes, mes vidéos. Des fois. Si, des fois, il les regarde. Mais bon, je veux dire, on n'est pas forcément à parler de ça tout le temps. Donc là, je trouvais que cette anecdote, bon, parmi tant d'autres, parce que là, si on commence à expliquer les anecdotes qu'ils ont vécues, on en a jusqu'à demain. Mais il y a beaucoup eu ça, cette magie, cet amour un peu surdimensionnel. Et en même temps, les difficultés de la vie, puisque mon père est quelqu'un de très... c'est un électron libre, il n'est pas très matériel, et ma mère, elle avait besoin de ce côté matériel. Et ce qui est rigolo, ce qui est marrant, c'est que je vois que le parcours continue, même si elle est partie, parce que depuis qu'elle est partie, le lien continue de travailler. C'est-à-dire que même si elle n'est pas là, elle continue à laisser des messages à mon père, soit à travers les rêves, soit à travers des ressentis qu'il peut avoir quand, par exemple, il lui demande de l'aide pour telle ou telle chose, ou parce que il y a un manque, par exemple, il va lui parler et hop, il a des signes. Ça, c'est... Enfin, moi, je trouve qu'on retrouve cette dimension flamme jumelle. Moi, j'aimerais bien que tu expliques, papa, comment tu as pu traverser les épreuves quand elle est partie, comment tu as pu rebondir et cette notion de liberté que tu as compris depuis longtemps, parce que ça va pouvoir aider les gens qui ont énormément de mal quand ils perdent la personne qu'ils aiment le plus, parce qu'il y a cette incompréhension parce qu'il y a de la souffrance, mais il y a aussi ce regard de vouloir récupérer l'autre et être dans un contrôle. Alors que toi, tu as compris ça assez rapidement. Oui, alors ça, c'est un élément un peu philosophique, c'est-à-dire que je considère, et j'ai toujours considéré, et je le dis et je le crie, que personne n'appartient à personne. Et donc, je ne me sentais pas être le propriétaire de la femme que j'aimais. Donc, sauf que, comme elle s'est sentie très libre et qu'elle m'a quitté, effectivement, j'ai été d'un côté, le paradoxe, c'est que j'ai été dans la souffrance à cause de cette séparation, mais en même temps, j'ai toujours dit que je désirais cette liberté. Et c'est là où bon, dans notre société, c'est très difficile. Les gens sont en couple, ou ils sont mariés, ou ils sont... Ou ils sont séparés. Ou ils sont séparés, etc. Il n'y a pas Alors que moi, je continuais à aimer Marie, même si elle m'avait quitté, parce que c'était mon amour. Et je me voyais pas ne pas l'aimer, malgré le fait que j'étais dans une souffrance réelle qui a duré assez longtemps quand même. J'ai eu du mal à... Mais ça, bon, les chagrins d'amour... Bon, j'aime à le dire en plaisantant, je dis, je suis un vieux solide, j'ai le cœur très solide, ma seule fragilité, c'est le cœur, mais c'est les chagrins d'amour. Voilà. Oui, je crois que ça, c'est un peu tous, mais c'est vrai que toi, c'est vrai que c'est la priorité, l'essentiel dans ta vie. Et d'ailleurs, moi, c'est un peu la même chose. Je fais que dire que je ne suis pas carriériste et que la priorité pour moi, c'est l'amour. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi de faire de mon métier
cette recherche sur l'amour, où j'accompagne des gens qui sont en mal d'amour. Ce qui n'est pas simple, hein, parce qu'on est sur une période où on change de regard là-dessus. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant qu'il parle, mon père, parce que j'ai grandi là-dedans, dans cet état d'esprit, dans cette philosophie de vie. Néanmoins, j'ai quand même la souffrance de pas être avec la personne que j'aime, de pas partager. Et lui, il a vécu ça toute sa vie, puisque mes parents se sont séparés très tôt et finalement, ils sont restés toute leur vie en contact, en lien. C'était 2 familles amies au départ, ils étaient amis et donc c'est comme ça qu'il l'a rencontré. C'est pour ça qu'il a grandi avec, c'était quand même assez particulier. Mais là, même après la mort, cet amour est là en fait. Et ça, c'est là où on voit qu'il y a une continuité du lien. Et lui, il se sent, toi, tu te sens encore accompagné par elle aujourd'hui. Oui, déjà. Voilà, il y a encore ce truc-là, comme si, même s'il y avait une disparition physique, ça se joue sur le plan de l'âme. Et pourtant, on n'est pas de la même génération, enfin, on n'a pas le même âge avec mon père, mais on a, sans se concerter, les mêmes sensations. Et d'ailleurs, il m'arrive d'aller là où on a jeté les cendres de Marie. J'y suis allé plusieurs fois, même tout seul. Et oui, Voilà. oui, je sais. Je sais bien. Et en plus, c'est un lieu un peu sacré qu'elle avait choisi, alors que mon père est athée. Et finalement, il se retrouve à aller sur ce lieu. Et là, je vois aussi ce travail du sacré qui est dans le lien, même malgré nous, en fait. Donc ça, bon, ça c'est moi qui le vois en l'observant. Lui, il n'analyse pas ça, mais voilà. Alors, ce que je voulais aussi que tu... j'aurais aimé que tu parles aussi de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'histoire d'amour, mais qui peut avoir un sens pour les gens. C'est cet optimisme béat dont tu parles. Il nous parle toujours de ça, l'optimisme béat. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, c'est un courant philosophique. Donc, en fait, voilà, je voulais que tu parles de ça, parce qu'il a cette nature-là. Ça, c'est au niveau de la santé, parce qu'il se trouve que j'ai une santé assez insolente, quelque part. J'ai des petits tracas comme tout le monde, mais vu mon âge, puisque je vais avoir 80 ans bientôt. Et puis tu n'es jamais malade. Et je n'ai jamais de médicaments. j'ai jamais pris de médicaments. Je me suis fait vacciner que très peu, mais ça m'est arrivé. Mais quand tu étais jeune. J'étais jeune et je n'étais pas conscient. Mais donc j'ai une santé insolente et des fois les gens, je suis arrivé finalement à réaliser le pourquoi des choses, parce que des pépins j'en ai eu, mais j'ai toujours tendance, quand j'ai un pépin, à regarder devant et pas derrière, c'est-à-dire ce qui est derrière, c'est un enseignement, hein, ça m'apporte un enseignement, et la réalité, c'est plus ce qui est derrière, c'est ce qui est devant. Et ma vie, donc et puis je dis toujours, j'ai toujours ce mot quand les gens sont un peu déprimés, je leur dis, mais après la pluie, il y a toujours le beau temps, c'est immuable. Donc, si en ce moment vous êtes dans la souffrance, demain est un autre jour. Et la vie s'est chargée de me montrer que c'était absolument vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des moments de déprime parce qu'on est dans une souffrance réelle et qui est douloureuse, hein, mais l'avenir, c'est autre chose. Voilà. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des... Voilà. Et cet optimisme béat, du coup, pourquoi tu parles toujours de ça? Eh bien, cet optimisme, c'est cet optimisme béat qui me donne cette la santé. Mais du coup, qu'est-ce que c'est l'optimisme béat pour toi? Alors, c'est aussi une certaine naïveté, c'est une... croire que demain est toujours mieux. Ouais. Bon, voilà. Et alors, c'est peut-être... La croyance, donc bien sûr, ça aussi, oui. La croyance, la foi, mais aussi... Et tu l'attires, en fait. Le fait, parce que moi, j'ai toujours entendu dire qu'il était je m'en foutiste, et d'ailleurs, moi, on a pu me dire ça aussi pour moi,
Mais ce truc de dire, oui, il s'en fout de tout et tout ça, mais c'est ce qui a fait aussi Ah oui, oui. que tu es encore debout, en santé, avec un état d'esprit optimiste, et qu'il arrive quelque part, il va remonter 10 personnes en même temps au niveau vibratoire et au niveau euh, état d'esprit, parce qu'il y a vraiment ce côté, Oui, cette ben, philosophie de l'optimisme BA. L'optimisme BA, c'est ça, c'est la oui. naïveté, Et la béatitude comme un est très enfant, importante. quelque part comme un enfant, en fait, Oui, de oui, il y a regarder la vie comme un enfant, c'est un peu ça. une forme de naïveté, c'est vrai. Alors d'ailleurs, dans ma vie, j'ai été souvent naïf. Ouais. Dans les affaires, je suis très, très mauvais parce que je me fais parfois avoir financièrement. Mais ça, en fait, je vis bien aussi parce que ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi. C'est pas quelque chose que je suis pas harcelé par le fait de gagner de l'argent. Donc c'est pour ça que je suis souvent fauché. Mais j'ai la chance d'avoir un métier où je reprends un peu de finances quand j'en ai besoin, mais je ne suis pas omnibulé par le fait de gagner de l'argent. Voilà. Oui, Voilà. mais pour ceux qui sont angoissés et tout ça, par rapport à ça, Ben, après, c'est vrai que toi, tu as la chance d'avoir un métier dans les mains. Il est paysagiste, il a fait beaucoup de jardins dans sa vie. C'est vraiment le jardinier poète. Hein. À l'époque, les jardiniers, c'était des poètes, c'est vraiment ça. Mais qu'est-ce qui fait quand il y a une épreuve de vie? Parce que moi, je t'ai vu en étant petite aussi en faisant des faillites, en n'ayant plus d'argent, en ayant des huissiers à la porte, etc. Je l'ai vécu avec toi. oui, oui. Et je n'ai jamais vu mon père inquiet, mais vraiment, je ne l'ai jamais vu s'inquiéter. Qu'est-ce que c'est qui fait que tu as. Enfin, quand est-ce que tu as développé ça? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un déclic qui a fait que tout à coup, tu as pu te mettre dans cet état de non-inquiétude? Je ne sais pas d'où ça. Franchement, je ne sais pas L'origine. l'origine, je ne le sais pas, mais le fait que, par contre, très, très rapidement, chaque fois que j'avais un pépin, j'en ai eu des pépins, bon là, c'est les histoires de promoteurs qui n'ont pas payé, enfin, etc. Donc je me suis retrouvé ruiné du jour au lendemain. Non, mais là, c'était autre Bon, chose. ça a été dur parce que toutes les entreprises qui étaient dans ce truc ont fait faillite. Hein. Mais c'est un accident de la vie, un accident économique. Hein. Mais c'est vrai que je suis sorti de cet accident économique. Hein. J'étais presque soulagé de redémarrer à zéro. Et j'ai démarré à zéro. Et ça, c'est. D'ailleurs, je regarde ce que je disais tout à l'heure. Hein. Je ne regarde pas derrière. Hein. Je ne regarde plus derrière. J'efface. Hein. Et j'en tire des leçons, effectivement. Et je regarde devant. Et là, je suis donc dans un état d'esprit. Oui, Bon, aller de bon, là. ça, c'est une anecdote amusante, mais je peux la dire. Hein. C'est que quand j'ai fait cette faillite qui a été très dure, hein, je me suis retrouvé à zéro. J'avais même pas d'argent pour aller mettre du gasoil dans mon camion pour aller faire un travail qui m'aurait rapporté 500 euros à l'époque. 500 francs. 500 francs. Je vais voir le boulanger qui était mon voisin et je lui emprunte 100 francs. Et je sors de la boulangerie, je tombe sur un copain qui a fait faillite aussi, lui, qui était dans la même galère, et qui me dit, j'ai pas osé dire à ma femme, j'ai même pas l'argent pour acheter le pain. Alors je lui ai dit, écoute, moi j'ai 100 balles, on va aller boire un coup au bistrot, pas deux, hein, et on casse le billet et on partage. Hein. Donc on a fait ça. Lui est reparti avec 40 et quelques francs, moi avec 40 et quelques francs, et je suis allé faire une taille de haie. J'ai ramené 600 balles le soir, j'ai remboursé le boulanger, et 2 ans après, je gagnais 30 000 balles en faisant des piscines et des jardins. La vie a repris et tout s'est arrangé. Mais quand tu vis ça, en fait, tu es en bas, voilà, et par terre. Hein. Mais en même temps, oui, il y a quand même cette philosophie de voir le beau, en fait, de voir le beau. Oui. Ça, c'est important, je pense, parce que là, on est dans des périodes où c'est vraiment compliqué pour pas mal de gens.
Et c'est important de voir que tout est possible en réalité selon le regard qu'on peut mettre sur la vie, qu'on peut donner, enfin le regard et l'intention qu'on peut mettre dans la vie. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Attends, parce que il y en a trop des questions, alors j'en ai sauté plein parce que sinon on va faire une vidéo de 3 heures. Toi, papa, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux gens qui traversent des épreuves amoureuses ou existentielles? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner? Bon, tu viens de le dire, mais oui, au moment où ça se passe, comment tu as vécu? Quelle méthode tu as trouvé peut-être pour voir le positif? Même si je sais que tu le vois tout le temps, mais c'est difficile ça, parce que c'est très personnel. Oui, c'est personnel, donc, mais ça peut être inspirant, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est quand quelqu'un te parle et qui te dit qu'il est en souffrance parce que personne... Eh bien, qu'est-ce que... Tu sens qu'il y a une souffrance, mais tu ne peux pas la mesurer. Ah oui, on peut pas la mesurer. J'aime à dire, il n'existe pas d'amour-maître. Oui. On n'a pas fait la... Ah, j'adore. On n'a pas fait celle-là, tu ne me l'avais jamais sorti. L'amour-maître, purée. Alors celle-là, j'avais pas... Ça peut être un appareil qu'on pourrait inventer, tiens. Voilà. Bon. Et donc, quand tu as quelqu'un en face de toi qui est dans la souffrance, tu peux essayer d'apaiser sa souffrance, effectivement, par de l'optimisme, même si... Bien, oui, mais optimisme sur l'avenir, c'est-à-dire que la personne qui est en souffrance, si elle a perdu quelqu'un qu'elle aime, c'est difficile de lui dire on va appuyer sur un bouton et demain ça non, c'est pas possible. Mais donc cette souffrance, il faut qu'elle s'atténue, mais il n'y a que le temps qui va pouvoir le faire. Par contre, il faut relativiser, parce que des gens qui sont dans la souffrance pour beaucoup plus que ça, il y en a. Oui, il y a toujours... Il y a la misère du monde. Bien sûr, il y a toujours... Tu sais, même quand tu es dans la difficulté ici, on habite dans un pays où quand même la vie est relativement agréable, hein, tu as quand même beaucoup plus de pays qui sont dans la misère, qui sont sous les bombardements, qui crèvent de faim, des gosses qui... je regardais, moi, des émissions de... Oui, mais papa... Non, mais c'est ces jours-ci, et ça m'a... Tu voyais des gamins de 5 ans, hein, en train de nager dans des eaux, ils se faisaient bouffer par les crocodiles pour aller à l'école. Oui, et oui, nous on ne se rend pas compte, on est en décalage. Pour aller à l'école, ils nageaient dans une eau farcie de crocodiles, et où de temps en temps il y en avait un qui se faisait prendre. C'est la roulette russe. Et nous, on a nos enfants ou nos petits-enfants, s'ils vont à l'école et qu'ils prennent un rhume, on est là inquiets comme si... c'est ça. Donc c'est la relativité. La relativité de la souffrance, c'est quand même quelque chose pour être optimiste, hein, et bien, il faut des fois relativiser, se dire bon, mais moi je souffre là, c'est vrai, mais il y a des gens qui souffrent un peu plus. Je ne peux pas régler toute la misère du monde, mais la mienne, je peux l'apaiser en me disant quand même que ma vie n'est pas si mauvaise que ça. Voilà. Peut-être c'est ça. Donc c'est ce que je dis, c'est la relativité. Ça. Voilà, bon, du coup, c'était un peu une interview passerelle entre des générations, entre l'amour humain et l'amour spirituel, on va dire, et la vie et la mort, puisque c'est vrai que ma mère étant partie, cet amour est toujours là, est toujours vivant à travers mon père. Donc voilà, c'était intéressant de parler de ça. Et on vous souhaite des belles fêtes de Noël. Voilà. Et puis voilà, on a prévu un petit... papa? Je sais pas si... Voilà, on vous souhaite un joyeux Noël à tous. Aimez-vous surtout, aimez-vous. Papa? Ben oui. Au revoir. Il le faut. Belle fête à vous de fin d'année.